Je m'appelle Anne Margalin. Bienvenue dans la saison 3 de Sweet Papy Podcast. Partir ailleurs. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on ressent le besoin de raconter sa vie un jour ou l'autre ? Qu'on aime écouter celle des personnages illustres, ou parfois de simples inconnus, héros du quotidien. On en parle tout de suite après le générique. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à garder ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Avec nos invités, nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches humanistes actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. Alors je vous remercie de passer quelques minutes avec moi pour écouter les conseils d'une experte aidante et rejoindre ainsi une grande communauté bienveillante en cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous. Bonne écoute! J'imagine que vous aussi, chers auditeurs ou auditrices, vous avez ressenti un jour le besoin d'aller fouiller dans le passé, dans votre passé, en cherchant à savoir qui avait fait quoi dans la famille pour que telle ou telle chose soit arrivée. D'ailleurs, vous vous souvenez sûrement que dans le premier épisode de ce podcast, vous entendez la voix de mon grand-père. Bon, si vous ne l'avez jamais écouté, faites juste une petite pause de 5 minutes et allez entendre mon aïeul parler de son enfance dans les années 1910. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos racines. Certains sont passionnés par la généalogie, c'est un peu plus complexe. D'autres aiment juste laisser une trace orale ou écrite de ce dont ils se souviennent. Toujours pour orchestrer le quotidien de nos aînés avec douceur, je me suis penchée une fois de plus sur les thérapies non médicamenteuses et j'ai découvert que l'atelier autobiographique apportait plein de belles choses. On va donc découvrir ça avec mon invitée, Sophie Allais, qui est également podcasteuse et qui nous raconte des histoires de vie. Elle est également autrice, comme vous voulez, d'un livre qui s'appelle « Mon livre généalogique, la terre-mère de mes racines », dont elle va nous parler tout de suite. Je vous laisse l'écouter. Je m'appelle Sophie et moi, mon objectif, c'est de redonner du sens au rôle transmissif de nos aînés. C'est démarré d'une belle histoire d'amour avec ma grand-mère, avec laquelle j'étais très très proche depuis toute petite. Et quand il a fallu continuer à l'accompagner dans son processus de vieillissement, je me suis beaucoup questionnée sur cet accompagnement, sur l'accompagnement des personnes âgées en général. J'ai créé Historiette et Partage en 2019, déjà maintenant, pour redonner du sens au rôle transmissif de nos aînés. Cette histoire, elle est partie de l'histoire justement que j'avais avec ma grand-mère, une histoire très forte dans laquelle je l'ai accompagnée pendant de nombreuses années jusqu'à la fin et qui m'a donné l'envie en fait de travailler auprès de nos aînés parce que malheureusement, peut-être un petit peu tard, je me suis intéressée à son histoire de vie. Probablement pour ça que maintenant je le fais auprès de nos aînés. Et en tout cas, elle m'a offert ce beau cadeau qui fait que j'ai vraiment envie d'être plus présent auprès de nos seniors et leur redorer plutôt ce rôle social, on va dire. Voilà, donc c'est surtout à travers l'expérience de ma grand-mère que j'ai voulu mettre en place tous ces beaux projets qui sont le podcast, le livre généalogique ainsi que les services de biographie. L'atelier autobiographique pour toi, Sophie, c'est quoi ? Alors moi, en tout cas, ce que je proposais dans les institutions auprès de nos aînés, c'était des ateliers autour de sujets thématiques dans lesquels je posais des questions où j'enregistrais nos aînés. À l'issue de ces moments, je les retranscrivais sous forme de petits journaux que l'on distribuait après intra-institution. C'est-à-dire que les EHPAD, eux, pouvaient le transmettre au sein des familles, donc autant bien sur leur site internet, qu'en format papier, à distribuer au sein de la résidence pour créer du lien entre les résidents et pour que justement les résidents puissent se poser des questions, échanger sur ces thématiques. Alors ça permet de retracer l'histoire de sa vie pour un résident ou pour un malade. Totalement, ça permet de témoigner aussi, non seulement d'une époque,
révolue, mais aussi de favoriser les échanges entre eux. Parce que souvent, ce que je pouvais constater et que j'ai constaté auprès de ma propre grand-mère, c'est que les résidents entre eux n'avaient pas forcément de lien. Donc chacun était dans leur chambre finalement et se retrouvait pendant des temps d'activité, mais tous déjà n'étaient pas présents pendant ces moments d'activité. Donc parce que ça n'intéressait pas forcément ou ils n'étaient pas forcément en capacité de les faire. Et puis ces journaux invitaient à créer de l'échange finalement. Ils amenaient du coup des éléments, des photos, des souvenirs, des objets, Totalement. du coup pour étayer. Totalement. Alors ça pouvait m'arriver effectivement, je pouvais prendre des photos sur internet en lien avec la thématique que j'abordais. On peut partir sur, ce que je faisais aussi, l'école au mois de septembre, ça s'y prête totalement, comme ça on peut faire des liens, avec, la rentrée des classes et ça pouvait être des photos, ça pouvait être des objets aussi que je dénichais dans les brocantes ou moi-même que j'amenais, par le biais de ma maman ou de ce que j'avais, au sein de la famille. Faut savoir que moi j'aime beaucoup les tout ce qui est un peu vintage et tout. Moi, je suis une grande fan des brocantes, donc ça me plaît. Du coup, tu pouvais aller chercher des objets qui étaient des époques totalement différentes. C'est l'avantage des brocantes en fonction de ce qu'ils pouvaient te raconter. J'imagine que tu pouvais arriver à faire ces ateliers-là avec eux en sautant d'un atelier à un autre, hein, en ayant la liaison. Par exemple, ils t'ont parlé de l'école et ils t'ont parlé de certains outils ou de choses qu'ils utilisaient à l'école et tout ça. Et du fait que tu retrouvais toi, peut-être en brocante ou dans tes affaires où tu demandais autour de toi. Et du coup, l'atelier suivant, pouvais leur ramener l'objet et leur dire, voilà, il y a ça, j'ai retrouvé ça. Et ça continue quelque part la relation avec eux et la discussion enrichissante. Oui, totalement, parce que comme ça leur permettait aussi d'eux, d'avoir de la matière à discuter et comme le but dans tous les cas, dans toute activité, je dirais, quand on va animer, que ce soit en EHPAD ou autre, c'est déjà de favoriser les échanges, d'amener l'autre à s'exprimer par quelque chose qui va lui faire plaisir. Ouais, c'est une autre manière de rentrer en relation aussi entre eux. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils adorent ça. Ils adorent discuter entre eux sur une thématique qui, quelque part, est un peu extérieure sur une époque révolue. Oui, oui, totalement. Et puis je trouve que ça permet aussi à ces personnes, enfin notamment à nos aînés, de leur redonner ce sentiment d'utilité dont on parle ces temps-ci à tour de bras. Voilà, on dit souvent que quand on part en retraite ou quand on est âgé, il y a plus cette utilité sociale, mais si, finalement. D'ailleurs, on parlerait peut-être pas d'utilité sociale, mais je pense que implicitement, on parle d'utilité financière, enfin de moyens financiers pour contribuer à la société. Mais en termes de sociabilité, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec nos aînés, ça c'est clair et net. Alors moi, j'ai fait dernièrement des ateliers sonores dans des résidences autonomie, et pas dans des EHPAD, hein, dans des résidences autonomie, où je leur ai posé une question et j'en ai enregistré plusieurs, justement des ateliers sonores. Et je m'apercevais que la première chose qu'ils pouvaient me raconter, c'était la guerre. Et du coup, moi, j'arrivais avec une démarche en disant « Attention, c'est pas ça que j'ai envie de vous faire dire ». On va parler de choses positives ou partir vers des souvenirs positifs, des souvenirs heureux que vous pouvez entremêler entre vous. J'avais des hommes et des femmes, hein, heureusement, dans l'atelier. Et du coup, le deuxième atelier que j'ai fait, c'était sur le mariage, le jour de leur mariage. Alors c'était drôle parce qu'ils racontaient pas du tout la même chose. Je pense que c'est comme ça que vous travaillez aussi, ou entre guillemets que tu fais des ateliers, tu prépares les ateliers. Alors oui, dans tous les cas, j'essaie de le préparer en amont, mais je te rejoins sur la thématique de la guerre. C'est vrai que ça revient assez souvent. C'est dans tous les cas des événements de vie qui malheureusement les ont marqués. Et je sais pas si toi tu as pu le remarquer, mais certains sont totalement hermétiques et disent je ne veux absolument pas en parler, puis d'autres en parlent assez facilement. Mais je trouve que c'est important aussi de recueillir leurs avis et de voir en fonction de chacun comment ils l'ont vécu. Moi, je suis dans un endroit frontalier. Ce qui fait que les Suisses, je suis du côté de la Suisse, les Suisses n'ont pas du tout vécu cette Seconde Guerre mondiale de la même façon que des Français, à savoir qu'il y a certains Français qui ont immigré en Suisse et du coup qui ne l'ont pas vécu de la même façon, mais tout en sachant comment ça pouvait impacter les Français. Et je trouve ça intéressant de voir ces deux types d'histoires de vie.
finalement. Ah oui, parce que ce sont des expériences différentes, parce qu'aujourd'hui, ceux qu'on arrive à capter, finalement, ils étaient enfants maintenant, aujourd'hui. Moi, je vais arriver pas très loin de la retraite, mais ceux qu'on peut interroger, qui ont donc une génération ou parfois deux, c'était vraiment les enfants de la guerre. Et c'est intéressant de savoir qu'en Suisse, effectivement, même s'ils étaient juste à côté, ils étaient entre guillemets plus protégés quelque part, et donc effectivement qu'ils avaient un avis différent. Tu peux me donner un exemple? Je sais que tu as fait, alors tu es podcasteuse, on va être clair, Sophie, et on reviendra sur ce que tu as fait, mais tu es podcasteuse, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi, d'un super podcast qui s'appelle Historiette et Partage. Tu as entre autres interviewé un monsieur charmant et une dame aussi que j'ai adoré. Tu peux en parler? Oui. Alors, on a plusieurs histoires avec ces personnes. L'un d'entre eux parle de son vécu en tant que Suisse pendant la guerre, et puis la seconde va parler du fait qu'elle était, comment on dit, que sa maman était, il y a un terme précis, fille-mère pendant la guerre, et puis toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer de ce statut. Alors ça, que ce soit en France ou en Suisse, je pense que c'est pareil dans tous les cas. Moi, je voudrais revenir sur l'atelier autobiographique. Quand je me suis intéressée à ça en tant que thérapie non médicamenteuse, parce que c'est comme ça qu'on le présentait aussi par rapport aux personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, et où on peut, à travers les souvenirs, leur faire travailler leur mémoire, la stimulation, etc. J'avais l'impression qu'il y avait la partie atelier autobiographique pour le malade, hein, et qui touchait particulièrement soit ceux qui étaient atteints de maladies neurodégénératives, soit ceux qui étaient en fin de vie. J'avais lu et entendu des tas d'épisodes de podcast aussi sur ça, entre autres, sur l'accompagnement de fin de vie avec les gens qui souhaitent retracer leur autobiographie et raconter leur vie. Et toi, tu te situes comment par rapport à ça avec ton livre généalogique? Mon livre généalogique, lui, va présenter la généalogie en fait des personnes qui vont l'acheter. Donc le but, c'est de transmettre sa généalogie, de pouvoir y noter tous les ancêtres qui nous ont précédés et le transmettre après par la suite au sein de sa propre famille. Finalement, Historiette et Partage, c'est un tout. Donc, je propose à la fois des ateliers autobiographiques dans les institutions. Je propose aussi un service de biographie, mais plus simplifié, donc dans laquelle j'invite l'autre à se raconter au travers d'une biographie et deux formats. Et puis, il y a mon livre généalogique, La terre-mère de mes racines, qui est là pour finalement transmettre son patrimoine familial. Mais dedans, si tu veux, on va pas écrire son histoire de vie. L'idée, c'est de pouvoir noter tous les ancêtres qui nous ont précédés à l'aide de documents, de photos, d'illustrations. C'est vraiment propre à la généalogie. D'accord, mais comment est-ce que les gens peuvent se rappeler de leurs ancêtres? Justement, à l'aide de ce type de livre, pour que ça puisse rester dans la famille. Alors, il existe aussi des logiciels de généalogie dans lesquels tu vas noter tous tes ancêtres et puis qui vont aussi t'aider à faire tes recherches pour retracer finalement le parcours de tes ancêtres à travers des actes notariaux, des actes de décès, de naissance, et j'en passe, parce qu'il y a aussi d'autres recherches que tu peux faire en physique en appelant des mairies ou autres institutions qui vont te permettre d'avoir des informations et savoir qui étaient tes ancêtres, où ils sont nés. La généalogie, c'est vaste. C'est-à-dire que tu peux soit essayer de connaître leur date de naissance et de mort, mais souvent, quand tu es un pur chercheur en généalogie, tu as envie de connaître l'histoire de tes ancêtres. Parce que connaître l'histoire de ses ancêtres, c'est aussi se connaître un peu soi. Et quand on avance un peu dans ce parcours, ce que j'essaie de faire aussi, tu découvres tout un milieu qui s'appelle aussi la psychogénéalogie et qui te permet de comprendre que parfois, de génération en génération, il y a des parcours qui se reproduisent. Et ça, le connaître, ça, comme je disais tout à l'heure, ça te permet de te connaître toi. Donc finalement, c'est plus profond la généalogie que des dates de naissance et de décès. Ça peut paraître un petit peu glauque parce que quand tu fais la généalogie, tu pars de cimetière en cimetière pour essayer de découvrir
ou si tu avais d'autres ancêtres, d'autres aïeux dans les villages que tu visites. Mais l'intérêt, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est pas uniquement des dates de naissance ou de décès, c'est comment il s'appelle et est-ce qu'on peut retrouver le livret de famille, est-ce qu'on peut retrouver l'histoire et se dire mais mince, lui aussi, il avait un gros bouton sur le nez ou comme voilà, quelque part, on essaye, c'est un peu un effet miroir, on essaye de se retrouver dans chacun de nos ancêtres, non ? Oui, moi, c'est totalement comme ça que je le perçois. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai appelé la terre-mère de mes racines. Parce que je pense qu'à travers ces recherches, on se cherche aussi un petit peu. Et l'idée de pouvoir le formaliser dans un livre et que ça reste dans la famille, ça me semblait vraiment important. Alors oui, il en existe plein d'autres, des livres, ça c'est clair, mais j'avais vraiment envie, moi, de le créer, parce que je suis une créative dans l'âme. Je pourrais passer des jours enfermée à créer des choses, j'adore. Et puis aussi parce que, tout simplement, les livres qui étaient proposés me correspondaient pas, en fait. Et quand tu dis créative, c'est-à-dire ces créations au niveau du dessin dans le livre, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Ah, alors c'est tellement vaste. Non, pas le dessin, parce que pour la couverture, j'ai fait appel à une artiste peintre. Mais c'est plutôt dans la création des visuels à l'intérieur du livre, mais plus en termes de graphisme, on va dire. Mais non, je ne suis pas dessinatrice, j'aimerais beaucoup, mais non, c'est pas le cas. Alors quand tu dis que tu es créatrice, Sophie, tu es créatrice de quoi pour toi ? C'est quoi la création ? C'est quoi tout ton univers aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as l'impression que c'est ton univers aujourd'hui ? Alors mon univers, c'est nos aînés, les podcasts, la création de podcasts. On en a parlé brièvement tout à l'heure. C'est un podcast qui s'appelle Historiette et Partage, dans lequel j'interviewe nos aînés qui nous permettent de donner leurs expériences de vie, leur vécu, afin de les transmettre aux plus jeunes et que eux puissent aussi se questionner sur leur propre vie, parce que ça me semble intéressant de pouvoir confronter ces générations. Donc, je suis à la fois une créatrice de podcast, une créatrice et autrice de livres à travers ce livre, et une créatrice d'ateliers d'autobiographie, d'ateliers biographiques, comme on a parlé tout à l'heure. Et puis, j'ai plein d'autres projets en tête que j'aimerais créer. Aujourd'hui, tu as quand même un métier qui te permet de mélanger un petit peu cet univers-là. Tu es coordinatrice d'animateurs dans une structure type EHPAD, mais en Suisse. C'est quoi une coordinatrice d'animateurs ? Métier qui n'existe pas en France, tu m'as dit. Oui, totalement. Alors en fait, il s'agit de manager finalement une équipe d'animateurs dans un EHPAD. Parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, généralement, on est plus d'un animateur d'un animateur pour plusieurs résidents. Donc là, actuellement, je suis dans un EMS qui compte 80 seniors et avec une équipe de 8 animateurs. Donc pour cela, il faut quand même pouvoir coordonner un certain nombre d'activités, créer du lien avec la vie, avec les partenaires, et puis se mettre aussi en lien avec les autres EMS qui font partie de cette même association, de cette même entité, pour créer des projets globaux. Dans tout ton univers, moi, il y a une phrase que j'ai retenue qui me plaît beaucoup et qui dit « J'apaise leur cœur en leur permettant de se livrer tout en gonflant le mien d'espoir ». Oui. Je trouve que ça retranscrit vraiment ce que je fais. C'est que je pense que se livrer sur son histoire, ça permet déjà de lui donner du crédit à sa propre histoire. Ça permet aussi à l'autre, tout comme ce que je disais tout à l'heure pour le podcast, de se questionner sur sa propre vie. On est tous l'héros de notre propre vie et je trouve ça intéressant de pouvoir le formaliser dans un livre ou dans un ouvrage ou autrement, peu importe. Ça peut être par le biais du podcast, comme j'en parlais tout à l'heure, ou dans un livre. Mais toute histoire vaut la peine d'être racontée. Et comme le disait Charles, je l'ai dit dans mon site, c'est la petite histoire qui rejoint la grande. Est-ce que ça a changé ton rapport avec tes parents, du coup ? C'est intéressant comme question. Parce que quand on va vers les aînés, alors moi tu pourrais être ma fille, hein, mais ça a forcément, moi, changé mon rapport avec eux. Et j'imagine bien que la génération après moi, qui est la tienne, de mon avis, ça change notre point de vue avec nos propres parents et même avec nos enfants sur ce qu'on a envie de transmettre. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand ma grand-mère s'est envolée, ma maman m'a fait cette réflexion.
en me disant, «Maintenant la prochaine en fait finalement c'est moi. Là les générations elles sont en train de continuer à évoluer et moi aussi ça m'a fait poser question» et du coup j'ai plutôt ce sentiment qu'il y a une certaine urgence à recueillir, leurs témoignages et du coup le prochain ce sera ma maman. Même si je cesse de glaner des informations, dans ma famille pour justement, mieux comprendre le parcours de vie de ma grand-mère, mais aussi de mon grand-père, parce que malheureusement, il est parti un petit peu tôt et j'ai pas pu avoir toutes ces informations. D'où le fait que la généalogie est important aussi pour pouvoir continuer à se connaître. Finalement, on parle beaucoup de développement personnel, mais je pense que la généalogie, elle en fait partie. Et la biographie aussi, parce que c'est un moyen aussi d'avancer dans ses propres questionnements. C'est aussi pour ça que j'étais autant intéressée au début par la partie atelier autobiographique avec les malades aussi en fin de vie, justement parce que pour moi ça permettait d'aller rechercher justement dans le développement personnel et d'aller rechercher profondément ce qu'on peut ressentir en fin de vie et dire des choses qu'on a sûrement jamais pu lâcher quelque part. C'est une thérapie aussi, l'atelier autobiographique ou le livre généalogique. Tout ça pour moi c'est une thérapie de soi et une étude profonde de ce qu'on peut avoir ressenti tout au long de sa vie. Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que des fois je me pose la question, je me dis mais de toujours travailler avec nos aînés comme ça, de se poser la question de quel a été leur vécu sans prendre conscience vraiment du présent. On nomme pas un sujet qui est central dans tout ça, c'est la mort finalement. On, on a envie d'avoir vécu une vie sans regret. Et je dirais qu'aussi le point d'ancrage d'Historiette et Partage, c'est aussi une belle découverte d'un livre que peut-être que tu connais, qui s'appelle Les 5 regrets des personnes en fin de vie, de Bronnie Ware. Donc dit comme ça paraît vraiment larmoyant, mais génial, il est magnifique. Et pour moi, il est central dans mes questionnements en tant que professionnelle auprès de nos aînés. Et pas que, parce que je pense que quand on travaille auprès d'eux, c'est aussi un engagement en tant qu'être humain. Bon, je pense que tu le sauras très bien, enfin tu le sais très bien, mais je dissocie très difficilement ma vie professionnelle de ma vie personnelle parce que finalement c'est un tout, c'est une recherche pour se connaître soi et puis pour expérimenter la plus belle des vies tout en donnant de l'espoir aux gens et en leur faisant comprendre qu'ils ont tous de la valeur. Plus tu avances en âge, plus tu as envie de savoir ce qu'il y a eu derrière. Plus tes parents vieillissent, plus tu as envie de recueillir finalement leurs témoignages avant qu'ils partent, parce que tu sais qu'autrement tu vas avoir le regret, comme tu disais, de ne pas leur avoir soutiré les verres du nez sur des choses où tu te poses la question, pourquoi la grand-mère elle était comme ci, pourquoi le grand-père il a fait ça. Le fait que quand on retrouve des écrits ou qu'on entende leur voix nous parler de choses d'avant, ça fait quelque chose tellement bon au fond du ventre, au fond du cœur et tout, c'est tellement agréable et qu'on se dit ok, ben profitons-en. Totalement, quoi. Totalement, je te rejoins. Quand tu dis offrez à vos proches la chance de connaître votre histoire ou leur histoire, etc., c'est finalement de connaître ton histoire, ta propre histoire, en allant écouter celle des autres. Ça. Et je pense que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, à un moment de notre vie, on voudra la connaître, cette histoire. Alors que ce soit à 20, 30, 40, autant le faire le plus tôt possible. Après, c'est sûr, il faut qu'il y ait le déclic. Mais moi, en tout cas, c'est profondément ce que je me dis. C'est quoi qu'il arrive, ce moment, il arrivera. Donc, autant essayer d'avoir toutes les informations possibles pour après le transmettre à ses enfants ou à ses petits-enfants, ou à des neveux ou à des nièces. Mais au moins que ça reste que ça puisse rester dans la famille. Il y a quelque chose qui m'a pas mal amusé dans la transmission intergénérationnelle quand on fait parler nos aînés, entre autres. C'est que des fois, ils édulcorent leur vie, c'est impressionnant. Oui, je pense aussi. Ils charment le truc, ils te racontent des ambiances qui, à mon avis, n'ont pas existé, vraiment. Mais c'est aussi, on a l'impression quand on les enregistre, je ne sais pas si ça te fait cet effet-là, qu'ils sont en train de te faire un scénario à la Hollywood. Oui, mais je pense que ça, c'est finalement une fonction... Alors, je ne saurais pas mettre des termes dessus, mais je pense que ça, c'est vraiment une fonction neurologique de la mémoire à céder, en fait, finalement. Et comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de résilience, je pense que c'est le fait d'avoir fait la
paix avec son passé et pour être sûr que dans le présent, on est bien armé pour avancer, en fait. Je pense que c'est vraiment un mécanisme physiologique qui fait que du coup, ça nous permet d'être plus serein et de se dire bon bah ça, je l'ai classé en fait. C'est un petit tiroir de ma mémoire qui est classé et qui me permet d'être là où j'en suis aujourd'hui. Après, est-ce qu'on est toujours objectif et objective sur ce qu'on a vécu? Ça, compliqué. Mais j'ai un peu le sentiment que c'est ouf, ça y est, j'ai raconté mon histoire ou j'ai raconté tel passage et je suis soulagée, ça y est, je l'ai fait parce que j'ai transmis et puis 2, finalement, la version que j'ai donnée, elle est pas mal. Elle est pas mal, je reviendrai pas dessus. Un peu, tu sais, comme quand... Alors moi, j'ai fait écrire Sweet Mamie, je lui ai demandé d'écrire son histoire en plus de l'avoir interviewée et dans les écritures, elle a pu revenir dessus du coup. Elle me dit, oh mais non, finalement, le lendemain, je suis revenue, puis non, ça me plaisait pas la façon dont je l'avais écrit. Et puis, finalement, en cherchant, j'ai cherché sur Internet, et puis j'ai trouvé le nom du village par lequel on était passé pendant la guerre avec ton grand-père, etc., etc. Et pour conclure, j'ai trouvé que ça l'a stimulé énormément de pouvoir parler et en même temps écrire, de faire les deux en même temps. Et pour ça, il faut qu'il soit encore en état de le faire. Voilà. Oui, et puis ça rejoint aussi le processus d'art-thérapie. Donc ne tardons pas. Oui, c'est ça. Non, mais c'est clair. Mais ça, oui, ça rejoint ce que tu disais par rapport au processus d'art-thérapie, c'est essayer de maintenir l'autre dans une espèce de flow qui leur permet de se livrer finalement. Et après, même si la version, elle est pas tout à fait juste, c'est pas grave parce que ça maintient toujours ses capacités cognitives. Et tout à l'heure, on parlait d'animation et du rôle que j'avais en tant que coordinatrice. Il consiste pas que au fait d'animer. Il est là aussi pour créer des liens entre eux, pour créer des liens avec l'extérieur, essayer de favoriser les activités intergénérationnelles pour leur donner un sentiment d'utilité dans leur propre communauté qui est l'EHPAD. Donc là, on est totalement dans du Montessori. Dans leur famille, parfois aussi. Dans leur famille. Et puis de continuer à avoir la transition la plus douce possible entre le domicile et puis la nouvelle vie qui est la leur maintenant en établissement. Et on a envie qu'ils puissent la vivre de la meilleure des façons comme nous, on aimerait la vivre. Finalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est comment on aimerait vivre quand on sera plus âgé, quelle paix on aura fait avec notre passé. Merci Sophie, j'étais ravie de t'accueillir dans ce podcast et dans cet épisode. Plaisir partagé, Anne. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et si vous pouviez me faire une petite faveur, merci de relayer ce que réalise Sophie avec son superbe livre dont vous trouverez le lien dans le descriptif de l'épisode, ainsi que son très joli podcast. On me reproche parfois de mettre trop en avant mes invités, tous aidants, soignants, des professionnels du soin. Alors pour m'encourager encore et encore, merci de mettre votre avis 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez pour m'aider à faire progresser la Sweet Papy philosophie. À bientôt.